Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose de caché derrière ces mots? Un message subtil, dissimulé dans ce qu'il dit? Les relations amoureuses peuvent ressembler à un mystère captivant, rempli d'indices et de signaux à décrypter. Mais parfois, les paroles qu'il prononce, ses commentaires apparemment anodins, ses excuses répétées ou ses phrases banales, détiennent la clé pour comprendre si votre relation s'épanouit ou si elle est vouée à s'effondrer. Il est si facile de se laisser emporter par la passion et d'ignorer les signaux d'alarme. Après tout, les relations ne sont-elles pas censées reposer sur des compromis? Mais que se passe-t-il si ces compromis érodent peu à peu votre confiance, votre bonheur, votre propre identité? Les mots qu'il choisit, consciemment ou non, en disent long sur ses intentions, sur le respect qu'il vous porte et sur la valeur qu'il accorde à ce que vous apportez à la relation. L'enjeu est crucial, n'est-ce pas? Alors, changeons la donne. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 10 phrases qu'il pourrait dire et qui devraient vous pousser à réévaluer sérieusement votre relation. Considérez ceci comme votre guide de survie, un manuel qui non seulement révèle les signaux d'alerte, mais vous donne aussi les clés pour agir avec détermination. Chaque phrase que nous analyserons est porteuse de significations multiples que vous n'avez peut-être pas encore perçues. Mais une fois que vous repérez ces schémas, impossible de les ignorer. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de clarté, de maîtrise de soi et de protection de votre paix intérieure. Il s'agit de vivre votre vérité avec une authenticité jungienne, ancrée dans la conscience de soi et l'intégration émotionnelle. Commençons à décrypter ces couches, et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait changer à jamais votre façon d'aborder l'amour. Manque, tu es trop sensible. Imaginons la scène. Vous venez de vous ouvrir sur quelque chose qui vous perturbe. Peut-être a-t-il oublié un anniversaire important, minimisé vos difficultés professionnelles, ou fait une plaisanterie qui vous a blessé plus qu'il ne le pensait. Au lieu d'écouter vos sentiments, il répond « Tu es trop sensible ». Ces mots vous semblent-ils familiers? Comment vous êtes-vous senti la dernière fois qu'il les a prononcés? Comme un coup au ventre, non? Prenons un instant pour réfléchir. Pourquoi cette phrase fait-elle si mal? Ce ne sont pas seulement les mots, mais ce qu'ils impliquent. Quand il vous dit que vous êtes trop sensible, il sous-entend que vos émotions sont un problème, que votre perspective est erronée, que votre douleur n'est pas légitime. Soyons clairs, vos sentiments ne sont pas une faiblesse. La sensibilité n'est pas une honte. C'est une marque de profondeur, d'empathie et d'une volonté de créer des liens authentiques. La vraie question est, pourquoi quelqu'un qui prétend vous aimer rejette-t-il ces qualités qui font de vous celle que vous êtes? Protège-t-il son ego? Fuit-il ses responsabilités? Ou pire, pense-t-il sincèrement que vos émotions n'ont pas d'importance? C'est ici que la sagesse de Carl Jung nous éclaire. Comme il l'a dit, la première moitié de la vie est consacrée à construire un ego sain, la seconde à s'intérioriser et à le dépasser. Si sa réaction face à votre vulnérabilité est de vous rejeter ou de vous ridiculiser, que cela révèle-t-il de son propre cheminement vers l'intégration émotionnelle? Une approche jungienne de l'amour ne consiste pas à réprimer ses sentiments ou à projeter la faute sur l'autre. Elle repose sur le respect mutuel et le courage d'affronter son ombre. Ces parts de nous-mêmes, souvent inconscientes, qui influencent pour nos comportements. S'il refuse la discussion, il n'évite pas seulement vos émotions, il fuit son propre travail intérieur, freinant ainsi la croissance, l'intimité et la confiance. Et voici le plus troublant. Un tel comportement n'est pas isolé, c'est un schéma. Plus il minimise vos sentiments, plus vous commencerez à douter de vous-même. Suis-je en train d'exagérer? Est-ce que j'en demande trop? Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous aurez intériorisé son discours, vous éloignant de votre authenticité pour rester dans sa zone de confort. Mais permettez-moi de vous rappeler une vérité puissante. Votre voix compte, vos émotions sont valides, et vous méritez un partenaire qui le reconnaît. Pas quelqu'un qui transforme votre sensibilité en arme contre vous. Alors, quelle est la solution? Tout commence par reconnaître ce schéma. Quand il dit « tu es trop sensible », confrontez-le. Demandez-lui ce qu'il entend par là. Insistez pour avoir une conversation plus profonde. S'il tient vraiment à vous, il s'engagera dans un processus de compréhension mutuelle, en phase avec l'idée jungienne d'intégrer les aspects conscients et inconscients de soi. Si l'esquive ou persiste, c'est un signal clair pour prendre du recul et évaluer.
Restez-vous dans cette relation parce qu'elle nourrit votre âme ou parce que vous avez peur de repartir de zéro? Laissez-moi vous dire ceci. Partir n'est pas un échec, c'est un acte de respect envers vous-même. Une affirmation que vous ne vous contenterez pas d'un amour qui ne célèbre pas pleinement qui vous êtes. Si cela vous semble intimidant, pensez à l'alternative. Une vie passée à marcher sur des œufs, à taire vos besoins et à vous demander pourquoi vous ne vous sentez jamais vraiment vu. Est-ce cela que vous voulez? En choisissant de prioriser votre santé émotionnelle, vous ne vous protégez pas seulement. Vous ouvrez la voie à une connexion plus profonde et authentique, avec quelqu'un de nouveau ou avec vous-même. Car au final, le bon partenaire ne rejettera pas votre sensibilité. Il la chérira comme une part de ce qui vous rend extraordinaire. Qu'en pensez-vous? Vous a-t-on déjà dit que vous étiez trop sensible? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Partagez votre expérience dans les commentaires et si ce message vous parle, restez avec nous. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Le prochain signal d'alerte pourrait vous toucher encore plus profondément. À suivre. Cover 2, c'est de ta faute. Imaginez la scène, quelque chose ne va pas. Peut-être un malentendu, un rendez-vous manqué ou un conflit surgit de nulle part. Au lieu d'aborder le problème ensemble, il pointe un doigt accusateur vers vous. C'est de ta faute, dit-il, comme si toute la responsabilité vous incombait. Comment recevez-vous ces mots? Vous sentez-vous sur la défensive, confuse, ou peut-être coupable, même si, au fond, vous savez que tout ne repose pas sur vous. Voici une vérité brutale. Quand quelqu'un est prompt à vous blâmer, il n'évite pas seulement ses responsabilités. Il transfère tout le poids émotionnel sur vos épaules. Ce qui commence par une simple accusation peut rapidement devenir une dynamique toxique où vous vous retrouvez à douter de vous, à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites et à marcher sur des œufs pour préserver sa tranquillité. Cela vous semble-t-il familier? Le problème ne réside pas seulement dans les mots, mais dans le schéma qu'ils révèlent. Repensez à vos dernières disputes. A-t-il déjà admis sa faute ou pris ses responsabilités, ne serait-ce qu'une fois? Ou a-t-il manipulé la situation jusqu'à ce que vous soyez celle qui porte le fardeau? Quand quelqu'un refuse d'assumer ses erreurs, ce n'est pas seulement frustrant, c'est épuisant. Avec le temps, vous pourriez même commencer à croire que chaque problème est réellement de votre faute, même si ce n'est pas le cas. Et c'est un endroit dangereux à atteindre. Prenons du recul. Pourquoi fait-il cela? Est-ce de la fierté, une peur de la vulnérabilité, ou est-il tout simplement plus facile pour lui de vous blâmer que d'affronter ses propres défauts? Quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas à vous de réparer cela. Une relation fondée sur le respect mutuel et la maturité émotionnelle ne prospère pas sur des jeux de blâme. Elle repose sur la collaboration, la compréhension et la capacité à dire « Je suis désolé, j'ai fait une erreur ». Comme le disait Carl Jung avec sagesse, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Comment réagissez-vous quand il dit « c'est de ta faute » ? Restez-vous fidèle à votre vérité ou laissez-vous ces accusations vous déconnecter de votre moi authentique? Voici une certitude. Vous ne pouvez pas contrôler son comportement, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Et parfois, la réponse la plus puissante est de prendre vos distances. Vous méritez un partenaire qui voit les conflits comme une opportunité de grandir ensemble, pas comme une occasion de vous rabaisser. Lorsqu'il dit « c'est de ta faute », il révèle davantage sur son ombre inexplorée que sur la situation elle-même. La question est, y prêtez-vous attention? Si vous avez entendu cette phrase trop souvent, il est temps de vous poser des questions difficiles. Est-ce le type de relation dans laquelle vous voulez investir? Pouvez-vous l'imaginer assumer ses responsabilités un jour? Ou ce schéma est-il là pour durer? Parce que, soyons honnêtes, s'il ne peut pas assumer ses responsabilités maintenant, il ne se transformera pas soudainement en quelqu'un qui le fera. Un tel changement exige de la conscience de soi, de l'humilité et une volonté de confronter son ombre. Tout cela venant de lui, pas de vous. Partir peut sembler intimidant, mais rester dans une relation où le blâme est la norme érodera lentement votre estime de vous. Choisir de partir, ce n'est pas seulement mettre fin à une dynamique toxique, c'est ouvrir l'espace pour une connexion plus saine et épanouissante, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu un partenaire qui transformait chaque dispute en jeu de blâme? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. 3. Mon ex faisait ça.
Vous marchez main dans la main dans un centre commercial, l'impression que le monde vous appartient. Peut-être parlez-vous de vos projets pour le week-end ou d'un nouveau passe-temps que vous avez adopté, quand soudain il lâche « Mon ex faisait ça ». Ces mots restent en suspens, brisant l'instant comme un vent glacial. Au premier abord, cela peut sembler innocent, presque anodin, mais regardons de plus près. Que dit-il vraiment? Qu'il s'agisse d'un éloge ou d'une critique, mentionner constamment une ex, c'est comme transporter un bagage émotionnel dans le présent. Quand il dit « mon ex faisait ça », il vous place dans l'ombre de quelqu'un qui n'est plus là, ou pire, de quelqu'un qui plane encore sur votre relation. Comment êtes-vous censé vous sentir? Flatté? En compétition? En sécurité? Voici la vérité. Ce genre de remarque ne fait pas que piquer, elle sème le doute. Tout à coup, vous vous demandez si vous êtes à la hauteur, s'il vous mesure à une relation passée. Et bien que réfléchir sur le passé puisse être sain, il y a une frontière subtile entre en tirer des leçons et y rester ancré. S'il évoque sans cesse son ex, c'est un signe qu'il n'a pas complètement lâché prise. Et c'est un problème. Pourquoi fait-il cela? Est-il conscient de l'impact ou est-ce une habitude inconsciente? Pour certains, parler d'une ex peut être une manière de s'accrocher à des souvenirs familiers, surtout si la relation s'est terminée avant qu'il soit prêt à tourner la page. Pour d'autres, cela peut être une tentative de contrôle, utilisant des comparaisons pour influencer subtilement votre comportement. Elle adorait randonner. Pourquoi n'essaies-tu pas? Elle s'habillait toujours comme ça. Peut-être que tu devrais aussi. Ces commentaires semblent inoffensifs, mais ils érodent votre individualité et votre confiance en vous avec le temps. Considérons cela sous l'angle de la psychologie jungienne. L'un des enseignements fondamentaux de Jung est le processus d'individuation. Devenir pleinement soi-même en intégrant toutes les facettes de son psychisme, y compris l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous évitons ou réprimons. Vous ne pouvez pas contrôler son attachement au passé, mais vous pouvez choisir de vous engager dans votre propre cheminement de conscience et de croissance. Êtes-vous prête à rivaliser avec un fantôme? Êtes-vous prête à laisser ces émotions non résolues dicter le ton de votre relation? Ou allez-vous prendre du recul et prioriser votre bien-être émotionnel? Construire un amour jungien, une relation ancrée dans le respect, la clarté et la croissance mutuelle, exige que les deux partenaires soient pleinement présents et engagés dans leur propre travail intérieur. Si ces pensées sont encore tournées vers le passé, comment peut-il être pleinement là avec vous? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Si ce schéma persiste, il ne vous fait pas seulement du mal, il sabote la relation. La rancune s'installe, la confiance vacille et finalement, le poids des problèmes non résolus devient trop lourd à porter. Mais cela n'a pas à aller jusque-là. Quand il évoque son ex, demandez-lui pourquoi. Pourquoi ressent-il le besoin de partager cela? Est-ce un souvenir qu'il chérit ou une critique déguisée? Sa réponse révélera s'il est prêt à construire quelque chose de nouveau avec vous ou s'il court encore après quelque chose de révolu. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas son ex. Vous n'êtes pas là pour remplir les chaussures de quelqu'un d'autre ou panser les blessures laissées par un départ. Vous êtes unique et votre valeur est entière en elle-même. Ne laissez personne vous faire sentir que vous devez rivaliser pour une place dans son cœur. Mais voici le hic. Si vous le confrontez et que son comportement ne change pas, c'est un signe qu'il n'est pas prêt. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à lâcher prise sur le passé et vous ne devriez pas avoir à le faire. La seule personne que vous pouvez guider, c'est vous-même. Et la meilleure chose à faire est de protéger votre paix. La prochaine fois qu'il dira « mon ex faisait ça », prenez un moment pour réfléchir. Que cela révèle-t-il sur son état d'esprit, sur votre relation et sur votre propre valeur? Parce que, soyons honnêtes, vous méritez un partenaire qui est pleinement présent, pleinement investi et pleinement engagé à construire un avenir avec vous, pas quelqu'un qui regarde sans cesse en arrière. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu cette phrase de la part d'un partenaire? Comment cela vous a-t-il affecté? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et restez avec nous, car la prochaine phrase pourrait révéler un schéma de comportement encore plus profond à ne pas ignorer. À suivre. Que l'y en acre, c'est de ta faute. Imaginez, vous venez d'avoir une dispute, peut-être à propos de quelque chose de trivial, un message oublié, un malentendu sur des projets ou une incompréhension qui a pris de l'ampleur. Au lieu de résoudre le problème ensemble, il vous regarde et dit « c'est de ta faute ». Cette phrase frappe fort, n'est-ce pas?
Ce n'est pas juste une accusation, c'est une déclaration qu'il refuse d'assumer sa part dans ce qui s'est passé. Soyons réalistes, tout le monde fait des erreurs. Les relations sont une danse d'écart et de correction. Mais quand une personne refuse d'admettre sa faute et rejette constamment la responsabilité sur vous, que cela dit-il de sa maturité émotionnelle? Repensez à la dernière fois que cela s'est produit. Vous êtes-vous retrouvé à vous excuser pour quelque chose qui n'était pas entièrement de votre faute? Êtes-vous reparti en vous sentant plus petite, moins sûre de vous? Le blâme est une arme, et lorsqu'il est utilisé contre vous, il laisse des cicatrices invisibles. Plus cela se répète, plus vous risquez de l'internaliser. Peut-être commencez-vous à penser « Est-ce vraiment de ma faute? Suis-je le problème ?» Mais remettons les choses au clair. Une relation saine ne repose pas sur des jeux de blâme. Elle repose sur la capacité à assumer ses actes, à résoudre les problèmes en équipe et à trouver des solutions qui renforcent le lien, pas qui le déchirent. Pourquoi dit-il « c'est de ta faute » ? Est-ce de la fierté, un mécanisme de défense, ou peut-être une peur plus profonde d'admettre ses imperfections? Quelle qu'en soit la raison, le résultat est le même. La relation devient déséquilibrée. Quand une personne porte tout le blâme, l'autre est libre d'éviter la croissance, la réflexion et la responsabilité, et c'est une dynamique dangereuse. Carl Jung comprenait l'importance de confronter l'ombre, disant « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Quand quelqu'un refuse d'affronter son ombre avec humilité ou de prendre ses responsabilités, il n'évite pas seulement le blâme, il évite la croissance. Un amour jungien prospère sur le respect mutuel et le courage de confronter les schémas inconscients qui façonnent nos comportements. Sans cette fondation, des fissures commencent à apparaître. Alors, que faire quand vous êtes à la réception de cette phrase? D'abord, reconnaissez le schéma. Si ce n'est pas la première fois qu'il vous blâme, ce ne sera probablement pas la dernière. Ensuite, posez des limites. La prochaine fois qu'il dira « c'est de ta faute », répondez avec clarté et force. Demandez-lui d'expliquer pourquoi il pense cela et partagez votre perspective. S'il est ouvert à un dialogue constructif, il y a de l'espoir pour un changement. Mais s'il persiste, esquive ou refuse de s'engager, il est temps de voir les choses en grand. Est-ce une relation qui nourrit votre croissance ou une relation où vous vous réduisez pour éviter les conflits? Rappelez-vous, l'amour ne s'agit pas de sacrifier votre estime de soi pour le confort de quelqu'un d'autre. Il s'agit de construire un partenariat où chacun se sent valorisé, respecté et entendu. Partir peut sembler le choix le plus difficile, mais rester dans une dynamique où vous êtes toujours le bouc émissaire érodera lentement votre confiance et votre paix d'esprit. Prioriser votre bien-être émotionnel n'est pas égoïste, c'est essentiel, car en fin de compte, vous méritez un amour qui ressemble à un refuge, pas à un champ de bataille. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été blâmé pour quelque chose qui n'était pas entièrement de votre faute? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Restez avec nous, car nous abordons maintenant une phrase qui pourrait sembler une plaisanterie anodine, mais qui pourrait révéler des problèmes plus profonds. À suivre, c'est un gros sujet. 5. Il faut que tu changes. Imaginez-vous face à lui, partageant vos rêves, vos particularités, vos imperfections, tout ce qui fait de vous une personne unique. Au lieu de chérir ces facettes de votre être, il se penche vers vous et dit « Il faut que tu changes ». Ces mots, peut-être accompagnés d'un sourire ou présentés comme un conseil bienveillant, s'enfoncent lourdement dans votre poitrine. Combien de fois ces 5 mots vous ont-ils fait douter de votre valeur, vous demandant si être vous-même suffit? Déconstruisons cela. En surface, l'idée de changement peut sembler positive. Après tout, la croissance fait partie intégrante d'une relation saine, n'est-ce pas? Mais il y a une immense différence entre grandir ensemble et être jugé inacceptable tel que vous êtes. Quand il dit « il faut que tu changes », vous demande-t-il de renoncer aux qualités qui font votre essence? Critique-t-il votre façon de rire, de vous habiller ou de gérer des situations qui reflètent votre individualité? Ce type de remarque va au-delà d'une simple critique. C'est une manière subtile de dire « tu n'es pas assez bien ». Avec le temps, vous pourriez vous retrouver à essayer de vous conformer à une version idéalisée de vous-même, celle qu'il semble vouloir. Peut-être modifiez-vous votre façon de parler, cachez-vous des pans de votre personnalité ou abandonnez-vous des passions qui vous rendaient heureuse,
tout cela dans l'espoir de le satisfaire. Mais posez-vous la question, où cela s'arrête-t-il? S'il vous aime vraiment, ne devrait-il pas vous aimer tel que vous êtes? Pourquoi veut-il que vous changiez? Est-ce de l'insécurité, une tentative de contrôle sur ce qu'il ne comprend pas pleinement? Ou peut-être un manque de conscience de l'impact de ces mots? Quelle qu'en soit la raison, le message est clair. Vous ne correspondez pas à son image idéale, et cela pose problème pour lui. Mais voici la vérité. Ce n'est pas votre rôle de correspondre à son image. Votre rôle est d'être authentiquement, sans compromis, vous-même. Une relation basée sur des conditions n'est pas une relation, c'est une performance. Et jouer un rôle pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre vous laissera épuisé et déconnecté de votre véritable moi. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. C'est ici que la sagesse de Carl Jung apporte de la clarté. Jung nous enseigne que la véritable croissance passe par l'individuation, le processus d'intégration de toutes les parts de soi, lumière et ombre, pour devenir entier. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont il vous perçoit, mais vous pouvez choisir d'embrasser votre moi authentique et de protéger votre vérité intérieure. Un amour jungien repose sur l'acceptation et le respect mutuel, pas sur le fait de forcer l'identité de l'un à se plier au moule de l'autre. Quand il dit « il faut que tu changes », demandez-vous « que veut-il que je change et pourquoi ?» Ces changements visent-ils une croissance personnelle ou servent-ils son confort? Si c'est ce dernier cas, il est temps de poser des limites. Exprimez clairement vos sentiments. Faites-lui comprendre que, si la croissance est essentielle, l'amour ne devrait pas être assorti de conditions. S'il refuse de vous accepter tel que vous êtes, cela en dit davantage sur ses limites que sur les vôtres. Partir de quelqu'un qui veut constamment que vous changiez n'est pas facile, surtout si vous avez investi du temps et des émotions dans la relation. Mais rester avec quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur telle que vous êtes, c'est une érosion lente de votre identité. Le bon partenaire verra vos particularités, vos défauts et vos forces comme un tout magnifique, pas comme un projet à réparer. Il inspirera la croissance sans l'exiger. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Quand il dit « il faut que tu changes », vous aide-t-il à devenir une meilleure version de vous-même ou ébrèche-t-il l'essence même de qui vous êtes? La réponse à cette question pourrait déterminer le cours de votre bonheur. À suivre, nous explorerons un autre comportement subtil, mais destructeur, un schéma qui peut sembler insignifiant au premier abord, mais qui en dit long sur la santé de votre relation. Restez à l'écoute. Vous ne voudrez pas manquer cela. Shrane, je n'ai pas le temps pour ça. Imaginez ce moment. Vous abordez un sujet important. Peut-être une inquiétude concernant votre relation, un moment où vous aviez besoin de son soutien, ou même une simple anecdote sur votre journée que vous souhaitiez partager. Et au lieu d'écouter, au lieu de s'engager, il vous repousse avec un « je n'ai pas le temps pour ça ». Ces mots claquent comme une porte qu'on ferme en plein visage. Avez-vous déjà entendu cette phrase et vous êtes-vous demandé « est-ce que j'en demande trop ?» Laissez-moi vous dire tout de suite « non, vous n'en demandez pas trop ». En réalité, ce que vous demandez, c'est le minimum, du temps, de l'attention et de l'affection. Quand il dit « je n'ai pas le temps pour ça », il ne rejette pas seulement la conversation, il rejette l'opportunité de se connecter avec vous. Or, une véritable relation prospère grâce à ces moments de connexion. Oui, la vie est trépidante pour tout le monde. Les deadlines au travail s'accumulent, les tâches du quotidien envahissent les week-ends, et le stress peut brouiller les priorités. Mais soyons clairs, si quelqu'un vous valorise, il trouve du temps pour vous. Cela ne veut pas dire qu'il doit tout lâcher sur le champ, mais il dégage un espace pour montrer que vous comptez. Il ne vous écarte pas d'un geste impatient. Que cache cette phrase? De la frustration? Un manque de ressources émotionnelles? Ou quelques TCG, cas plus profond? Un signe qu'il n'est pas pleinement investi à vous accorder l'énergie et l'attention que vous méritez. Quand il répète « je n'ai pas le temps pour ça », régulièrement, cela devient un schéma qui peut éroder les fondations de la confiance et de l'intimité. Chaque fois qu'il évite la discussion, qu'il vous repousse, il envoie le message que vos besoins ne sont pas une priorité. Et soyons honnêtes, l'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour prospère dans l'effort, la présence et la priorisation. Carl Jung nous invite à regarder sous la surface, à comprendre les couches cachées du psychisme et les forces inconscientes qui façonnent les comportements. Si vous faites partie de sa vie, ne devriez-vous pas être une figure centrale de son monde intérieur?
Votre relation ne devrait-elle pas être quelque chose qu'il nourrit et protège, même dans le tourbillon d'un emploi du temps chargé? Un amour jungien est conscient et intentionnel. Il n'est ni précipité, ni négligent, ni dédaigneux. Si vous entendez trop souvent « je n'ai pas le temps pour ça », il est temps de réfléchir. Est-ce une remarque ponctuelle due au stress ou une excuse récurrente? Si c'est cette dernière, cela en dit long sur votre relation. Investissez-vous votre temps et votre énergie dans quelqu'un qui les valorise, ou courez-vous après une reconnaissance qu'il ne veut pas vous offrir? Quand vous êtes prête à aborder cela, faites-le avec calme et clarté. Exprimez ce que vous ressentez lorsqu'il vous repousse et expliquez ce dont vous avez besoin. S'il répond avec ouverture et une volonté de changer, c'est un pas en avant. Mais s'il esquive, se défend ou persiste, vous avez votre réponse. Et même si partir n'est jamais facile, rester dans une relation où vous vous sentez comme une pensée secondaire est bien plus douloureux à long terme. Alors, quelle est la prochaine étape? Avez-vous déjà eu l'impression qu'un partenaire n'avait pas de temps pour vous quand vous en aviez le plus besoin? Partagez votre expérience dans les commentaires. Restez avec nous, car la prochaine phrase pourrait sembler être un appel à la connexion, mais pourrait en réalité être le signe d'un problème bien plus profond. 7. Ce n'était pas sérieux. Imaginez que vous découvrez quelque chose qui ébranle la confiance au sein de votre relation. Un message flirtant, une rencontre secrète ou un moment d'intimité émotionnelle avec quelqu'un d'autre qui n'aurait pas dû être partagé. Vous le confrontez le cœur battant, espérant une conversation honnête. Mais au lieu de remords ou de responsabilité, il balaye l'incident d'un revers de main. Ce n'était pas sérieux. Comment vous sentez-vous? Ignoré? Invalidé? Peut-être même un peu manipulé? Déconstruisons cela, car ces 4 mots portent un poids énorme. Quand il dit « ce n'était pas sérieux », il ne se contente pas de minimiser son comportement. Il minimise vos sentiments, votre confiance et les limites même qui forment le socle d'une relation saine. C'est une tentative de dédramatiser la situation, de vous faire sentir que votre réaction est exagérée. Mais soyons clairs, quand la confiance est compromise, aucune transgression n'est pas sérieuse. De plus, ce rejet désinvolte révèle quelque chose de plus profond sur la façon dont il valorise la relation. S'il se souciait vraiment de préserver votre lien, ne prendrait-il pas vos préoccupations au sérieux? N'essaierait-il pas de vous rassurer, de reconnaître la douleur causée et de reconstruire la confiance ébranlée? En disant que ce n'est pas grave, il change le récit, suggérant que vous exagérez alors qu'en réalité, ses actions ont franchi une limite. Pourquoi fait-il cela? Peut-être est-ce de l'autopréservation? Admettre une faute peut être inconfortable, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi sensible qu'une infidélité, qu'elle soit physique, émotionnelle ou même simplement perçue comme telle. Ou peut-être ne voit-il pas la gravité de ce qu'il a fait, aveuglé par ses propres justifications. Dans les 2 cas, son incapacité à affronter le problème de front reflète une immaturité émotionnelle et non un jugement sur votre valeur ou votre réaction. Carl Jung nous offre une leçon précieuse ici. Lorsque l'inconscient guide nos actions, le déni devient souvent un mécanisme de défense. En minimisant l'incident comme « pas sérieux », il projette peut-être son ombre, ses parties cachées et non reconnues de lui-même sur vous. Jung nous rappelle que la véritable individuation, la vraie croissance, passe par l'acceptation des vérités inconfortables et non par leur enfouissement. Un amour jungien ne minimise pas la douleur, ni n'évite la responsabilité. Il cherche la plénitude à travers l'honnêteté, en intégrant à la fois la lumière et l'ombre, et reconnaît que la confiance, une fois brisée, nécessite un effort sincère pour être restaurée. Alors, que faire quand il dit « ce n'était pas sérieux » ? D'abord, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Votre intuition est un outil puissant, ce que Jung appellerait un dialogue avec l'inconscient, et l'ignorer au profit de son récit ne fait que diminuer votre voix intérieure. Ensuite, exprimez clairement vos limites. Dites-lui ce qui est inacceptable pour vous et pourquoi cela compte. S'il valorise vraiment la relation, il écoutera, réfléchira et prendra des mesures pour réparer les dégâts. Mais voici la dure vérité. S'il continue de minimiser vos préoccupations, si ce n'était pas sérieux, devient sa réponse par défaut à tout ce qui menace votre confiance, alors il est temps de réévaluer. Une relation où vos sentiments sont constamment écartés n'est pas un partenariat.
C'est une performance à sens unique ou voix. Takrihis, je suis trop occupé. Imaginez la scène. Toute la semaine, vous avez attendu avec impatience de passer du temps avec lui. Peut-être aviez-vous prévu une soirée cosy à la maison ou suggéré un dîner dans votre restaurant préféré. Mais quand vous abordez le sujet, il soupire et dit « Je suis trop occupé ». Ce n'est pas la première fois que vous entendez cela et ce ne sera probablement pas la dernière. La question est, que signifie vraiment « trop occupé » et pourquoi cette phrase fait-elle si mal? Voici la réalité. La vie est trépidante pour tout le monde. Nous jonglons tous avec des emplois du temps chargés, des délais professionnels et des responsabilités qui nous tirent dans toutes les directions. Mais quand quelqu'un vous valorise vraiment, il trouve du temps. Il ne s'agit pas de dégager des heures entières chaque jour, mais de ces petits moments qui montrent de l'effort et de l'attention. Quand il dit « je suis trop occupé », ce n'est pas seulement une réflexion sur son emploi du temps, c'est un reflet de la place que vous occupez dans ses priorités. Creusons un peu plus loin. Pourquoi dit-il cela? Peut-être se sent-il réellement débordé et n'a-t-il pas encore appris à équilibrer ses engagements. Ou peut-être est-ce une excuse, une manière d'éviter une connexion sans vous rejeter directement. Pire encore, cela pourrait signaler qu'il se désengage, utilisant l'occupation comme un bouclier pour éviter d'affronter des problèmes plus profonds dans la relation. Ce qui rend cette phrase insidieuse, c'est la facilité avec laquelle elle peut vous faire douter. Vous commencez à vous demander « Est-ce que j'en demande trop? Mon timing est-il mauvais? Devrais-je être plus compréhensive ?» Si l'empathie est essentielle, il y a une frontière subtile entre être supportive et accepter moins que ce que vous méritez. Vous ne devriez pas avoir à supplier pour de l'attention ou vous demander si vous êtes une priorité dans sa vie. Carl Jung nous offre une perspective précieuse ici. Ce que nous appelons être occupé peut parfois être un masque, une persona, un rôle extérieur qui cache ce qui se passe réellement à l'intérieur. Quand quelqu'un dit constamment « je suis trop occupé », cela peut ne pas refléter uniquement son agenda, mais aussi un conflit interne. Jung nous enseigne que beaucoup de nos comportements sont façonnés par l'inconscient. L'occupation peut devenir un mécanisme de défense, une manière d'éviter l'intimité, la vulnérabilité ou de confronter des vérités inconfortables dans la relation. Jung nous rappellerait que ce que nous évitons ne disparaît pas. Cela glisse dans l'ombre, influençant silencieusement nos actions jusqu'à ce que nous le mettions en lumière. Alors, comment répondre quand il dit « je suis trop occupé » ? Commencez par observer le schéma. Est-ce une occurrence rare ou une rengaine constante? Si c'est cette dernière, il est temps d'avoir une conversation honnête. Exprimez ce que son attitude vous fait ressentir et ce dont vous avez besoin dans la relation. Réagit-il avec ouverture et une volonté d'ajuster son comportement ou rejette-t-il vos préoccupations en continuant comme si de rien n'était? S'il vous valorise vraiment, il fera l'effort. Il trouvera des moyens de vous montrer que vous comptez, même dans ces journées les plus chargées, un message attentionné, un appel rapide ou simplement une reconnaissance de votre importance dans sa vie. Mais si les excuses s'accumulent, c'est un signe que ces priorités ne correspondent pas à vos besoins. Rester dans une relation où « je suis trop occupé » devient la norme peut éroder votre estime de soi. Avec le temps, vous pourriez vous sentir comme une pensée secondaire, quelqu'un vers qui il se tourne uniquement quand cela lui convient. Mais permettez-moi de vous rappeler, vous méritez plus que des miettes d'attention. Vous méritez un amour stable, fiable et intentionnel. La sagesse de Jung nous rappelle qu'un amour sain nécessite une intégration, la fusion de la présence, de l'attention et de l'authenticité. Sans cela, la connexion ne peut s'épanouir. Alors posez-vous la question, cette phrase est-elle un obstacle temporaire ou un thème récurrent qui vous freine? La réponse guidera votre prochaine étape, qu'il s'agisse de poser des limites, de chercher de la clarté ou de choisir de partir. La décision vous appartient et rappelez-vous, le bon partenaire ne vous fera jamais douter de votre place dans ses priorités. Il vous le montrera jour après jour. À venir, nous explorerons une autre phrase qui peut sembler anodine en surface, mais qui porte des implications plus profondes pour votre relation. Restez à l'écoute, celle-ci pourrait vous surprendre. 9. Tu as de la chance de m'avoir. Cela commence comme une remarque légère, lancée avec un sourire en coin et une touche de charme. Tu as de la chance de m'avoir. Au début, vous pourriez en rire, le prenant pour une plaisanterie ou même un compliment sur votre bon goût.
Mais à mesure que la phrase revient, elle prend une autre ampleur. Ce qui était ludique devient condescendant. Ce qui semblait attachant ressemble maintenant à un déséquilibre de pouvoir. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce qui se cache vraiment derrière ces mots? Déconstruisons cela. En surface, tu as de la chance de m'avoir, semble refléter de la confiance, mais dans bien des cas, c'est une affirmation subtile de supériorité. C'est une manière de se positionner comme le prix dans la relation, comme si vous deviez être éternellement reconnaissante d'être dans son orbite. La question est, où cela vous laisse-t-il? Devez-vous constamment prouver votre valeur, lutter pour garder son attention et réduire vos propres besoins et désirs dans le processus? Une relation ne devrait jamais ressembler à une hiérarchie. L'amour, ce n'est pas une personne qui domine l'autre, exigeant gratitude et admiration, tout en offrant peu en retour. C'est un partenariat, une rencontre d'égos qui font ressortir le meilleur l'un de l'autre. Quand il dit « tu as de la chance de m'avoir », il ne fait pas seulement une déclaration sur lui-même. Il fait aussi une déclaration sur la manière dont il vous voit, et cela mérite d'être examiné. Pourquoi ressent-il le besoin de dire cela? Est-ce une insécurité masquée par de l'arrogance? Une manière de détourner l'attention de ses propres failles en se concentrant sur votre chance? Ou est-ce simplement le reflet d'un système de croyances qui place ses besoins et sa valeur au-dessus des vôtres? Quelle qu'en soit la motivation, le résultat est le même. Une dynamique où l'on attend de vous que vous prouviez votre valeur encore et encore, tandis que la sienne est considérée comme acquise. Carl Jung offre un éclairage profond sur ce type de dynamique. Il suggérerait que de telles déclarations peuvent provenir de la persona, le masque que nous portons pour projeter confiance et charme au monde, tout en dissimulant des insécurités plus profondes dans l'ombre. En disant « tu as de la chance de m'avoir », il pourrait surcompenser une peur intérieure de ne pas être assez. En termes jungiens, c'est une projection. Il projette ses propres doutes cachés sur vous, se positionnant comme supérieur pour ne pas avoir à affronter ses parties vulnérables de lui-même. Mais voici la vérité. Si vous connaissez votre valeur, vous ne tomberez pas dans le piège de croire que vous êtes simplement chanceuse d'être choisie. Jung nous enseigne que l'individuation, le processus de devenir entier, exige que nous intégrions notre propre valeur, indépendamment de la validation d'un autre. Un amour jungien ne repose pas sur l'exigence d'admiration de la part d'une personne. Il s'agit de deux individus qui mettent en lumière leurs forces et leurs ombres, se rencontrant comme égaux. Si cette phrase revient souvent, il est temps d'avoir une conversation honnête. Demandez-lui pourquoi il ressent le besoin de la dire. Essaie-t-il réellement d'affirmer sa confiance ou est-il inconscient de l'impact que cela a sur vous? S'il est ouvert à discuter et prêt à changer le ton de vos interactions, il y a de la place pour la croissance. Mais s'il rejette vos préoccupations, rit de votre inconfort ou continue d'affirmer sa supériorité, c'est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Rester dans une relation où une personne exige constamment une reconnaissance de sa grandeur est épuisant. Avec le temps, cela peut éroder votre confiance, vous faisant douter de votre propre valeur. Mais soyons clairs, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour valider votre valeur. Vous êtes assez tel que vous êtes. Le bon partenaire ne vous fera jamais sentir que vous êtes chanceuse de l'avoir. Il vous fera sentir que vous êtes tous les deux chanceux de vous être trouvés. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Quand il dit « tu as de la chance de m'avoir », que signifie-t-il vraiment? Est-ce une plaisanterie inoffensive ou un aperçu d'un déséquilibre plus profond dans la relation? La réponse à cette question pourrait révéler si cette dynamique vaut la peine d'être défendue ou s'il est temps de reprendre votre pouvoir et d'avancer. À venir, nous aborderons la dernière phrase de ce parcours. Une déclaration si destructrice qu'elle peut ébranler même les relations les plus solides. Restez à l'écoute, car vous ne voudrez pas manquer la conclusion de cette exploration. Essom, tu me trompes. Imaginez ce scénario. Vous avez été honnête, loyal et transparente dans votre relation. Puis, sans crier gare, il vous assène une accusation lourde. Tu me trompes. Ces mots frappent comme une gifle, vous laissant sous le choc, confuse, peut-être même en colère. Vous savez que vous n'avez rien fait de mal. Alors d'où cela vient-il? Pourquoi dirait-il cela? Déconstruisons les couches de cette accusation, car elles sont plus profondes qu'elles n'y paraissent. Au fond, une accusation de tromperie, surtout si elle est sans fondement, en dit plus sur l'accusateur que sur vous. Est-ce de l'insécurité? Une projection? Une manière de détourner l'attention de ses propres actions douteuses?
Quel que soit le motif, l'impact est indéniable. La méfiance s'insinue dans votre relation comme un poison lent. Quand quelqu'un vous accuse sans preuve, il ne doute pas seulement de votre loyauté, il remet en question votre caractère, et ce type de méfiance peut blesser plus profondément que des mots. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à surexpliquer vos allées et venues ou à justifier des actions innocentes juste pour le rassurer? Combien d'énergie mentale avez-vous dépensé à prouver une fiabilité qui ne devrait pas avoir besoin d'être démontrée? Voici la dure réalité. La confiance est le fondement de toute relation saine. Sans elle, vous marchez sur des œufs, remettant en question chacun de vos gestes, avec l'impression d'être constamment sous surveillance. Mais voici la vérité. La confiance ne se construit pas à travers des accusations. Elle se forge par une communication ouverte, un respect mutuel et une vulnérabilité partagée. S'il lance des accusations sans fondement, il ne vous mine pas seulement, il mine la relation elle-même. Pourquoi fait-il cela? Pour certains, cela vient d'expériences passées. Peut-être a-t-il été blessé auparavant et ces blessures non résolues se déversent dans votre relation. Pour d'autres, c'est une forme de contrôle, une manière de vous garder sur le qui-vive et de s'assurer que vous cherchez constamment son approbation. Et parfois, c'est une projection. S'il vous accuse de tromperie, serait-ce parce qu'il cache quelque chose lui-même? C'est ici que la psychologie de Carl Jung apporte un éclairage. Jung nous rappelle que ce que nous rejetons en nous-mêmes glisse souvent dans l'ombre, et de là, cela ressurgit à travers la projection. Quand quelqu'un accuse son partenaire d'infidélité sans raison, il peut projeter inconsciemment ses propres tentations, peurs ou impulsions cachées. L'accusation parle moins de vous et plus d'une partie non intégrée de lui-même. En termes jungiens, la relation est devenue entrelacée avec ses conflits internes. La persona qu'il vous montre, loyale, engagée, entrant en conflit avec l'ombre qu'il refuse de confronter. Alors, comment répondre? Commencez par aborder l'accusation calmement. Demandez-lui pourquoi il ressent cela et quelles preuves il pense avoir. S'il est ouvert à une conversation honnête et prêt à travailler sur ses sentiments, il y a un potentiel de croissance. Mais s'il continue à accuser sans fondement, esquive vos questions ou retourne le blâme contre vous, c'est le signe de problèmes plus profonds qui dépassent ce moment isolé. Rester dans une relation marquée par la méfiance peut avoir un lourd impact sur votre santé émotionnelle. Avec le temps, les accusations constantes peuvent éroder votre confiance en vous, vous faisant douter de votre propre intégrité. Mais soyons clairs, vous n'êtes pas responsable de réparer ces insécurités. Vous méritez un amour qui vous fait confiance, croit en vous et vous soutient sans condition. Si cela vous parle, prenez un moment pour réfléchir. Cette dynamique sert-elle votre bonheur? Épanouissez-vous dans cette relation ou survivez-vous simplement? Choisir de partir n'est pas facile, mais c'est souvent la décision la plus courageuse et la plus aimante envers soi-même que vous puissiez prendre. En vous éloignant, vous ne renoncez pas, vous créez de l'espace pour une relation bâtie sur la confiance et le respect mutuel. Conclusion, un amour qui élève. En terminant ce parcours à travers les 10 phrases qui devraient vous pousser à réévaluer votre relation, prenons un moment pour réfléchir. Les relations sont complexes, mêlant des moments de joie, de défis, de croissance et parfois de chagrin. Mais au fond, elles sont censées enrichir votre vie, pas la vider. Les mots que nous avons explorés ne sont pas de simples phrases. Ce sont des signaux, des indices qui pointent vers des vérités plus profondes sur la manière dont il vous voit, dont il se voit lui-même et sur la nature de votre lien. Quand il rejette vos sentiments, déplace le blâme ou projette son ombre sur vous, c'est un appel à faire une pause et à réévaluer. Êtes-vous valorisé, soutenu et chéri pour qui vous êtes vraiment, ou vous retrouvez-vous constamment à justifier, à vous réduire ou à lutter pour le respect que vous méritez? Voici la vérité. Vous n'avez pas à vous contenter de peu. Vous êtes digne d'un amour qui célèbre votre sensibilité, respecte vos limites et construit la confiance à chaque conversation et action. Vous êtes digne d'une relation qui ressemble à un foyer, un lieu sûr et nourrissant où vous pouvez grandir ensemble. Ancré dans ce que nous avons exploré aujourd'hui, la responsabilité, la communication et une base de confiance. C'est ce à quoi ressemble le véritable amour. C'est ce qu'incarne un amour jungien. Mais que faire si vous avez reconnu certains de ces signaux d'alarme dans votre propre relation? Commencez par la réflexion. Engagez une conversation. S'il y a un effort sincère pour grandir, il y a de l'espoir.
Mais si ces schémas persistent, rappelez-vous ceci. Partir n'est pas abandonner, c'est choisir soi-même. C'est faire de la place pour un amour qui s'aligne avec votre valeur et vos valeurs. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'une de ces phrases fait-elle écho à des expériences que vous avez vécues? Continuons la conversation. Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre voix compte ici, et votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire le prochain pas vers une relation plus saine et épanouissante. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, l'amour devrait toujours être votre sanctuaire, jamais votre champ de bataille. À bientôt pour des liens plus forts et un avenir plus lumineux. Prenez soin de vous, vous êtes capable de grandes choses.